l'Oppidum. La parole culturelle de Lectoure. Bonjour à tous, nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Pénélope Lefers-Dupac. Bonjour Pénélope. Bonjour Laurent. Pénélope, nous allons parler d'un lectourois, et pas des moindres aujourd'hui avec vous, à savoir Jean Lannes. Mais avant que nous parlions du maréchal Lannes, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter en quelques mots, nous dire votre vie absolument passionnante? Vous écrivez des livres, vous êtes historienne, vous avez été restauratrice, vous êtes une femme indépendante, bref, une femme absolument sensationnelle. Je vous laisse vous présenter en quelques mots s'il vous plaît Pénélope. Vous m'avez présenté mais un peu trop bien. C'est vrai, j'ai peut-être fait tout ça sans m'en rendre compte vraiment. Je me disais qu'il fallait marcher. Vous savez, j'ai été veuve 2 fois avec des enfants et j'avais pas trop le temps de me promener. Mais j'avais le temps quand même de faire, par exemple, de créer un théâtre pour les enfants. J'écrivais les pièces de théâtre. Je leur écrivais des histoires. J'ai commencé comme ça d'ailleurs, en écrivant des histoires pour mes enfants. Puis j'ai commencé avec mes 2 grandes filles. Puis après, j'ai continué pour mon fils. Et puis après, c'était pour mes petites filles, parce que j'en ai 3. Comment vous faisiez pour trouver tout ce temps? Parce que vous me disiez à l'instant même que vous n'aviez pas beaucoup de temps, 2 fois veuve. Vous avez dû avoir des moments difficiles dans la vie. Oui, alors, j'ai eu des moments difficiles, mais je les ai oubliés. Les moments difficiles, c'est pas la peine de s'en souvenir. Une vraie femme positive, félicitations. Oui, si j'avais commencé par pleurer sur un truc ou sur l'autre, j'aurais passé ma vie à pleurer. Or, j'ai préféré la passer à rire et à travailler. Félicitations doublement. Donc, vous écrivez vos premières pièces pour vos enfants, puis vos petits-enfants. Quand est-ce que vous vient le virus de l'écriture, mais là, la littérature, votre premier livre? C'était pendant la guerre, je devais avoir 7-8 ans. Quand j'allais en vacances chez mes grands-parents à Saint-Mandrier. Je ne sais pas si ça se raconte, mais j'avais une grand-mère qui avait été commerçante, qui vendait des bijoux, des trucs, et elle avait du papier de soie. Alors, elle recevait ça en grandes rames, et on découpait dedans le papier dont on avait besoin. Et puis pendant la guerre, on ne trouvait plus de papier pour les toilettes. Et ma grand-mère avait coupé des petits carrés là-dedans, oui. Et moi, je les volais pour écrire des histoires. Bon, c'était la guerre, c'était la guerre, oui. Autre temps, autre mœurs. Mais comme vous avez commencé comme ça, en chapardant du papier toilette qui n'était pas destiné à ça. Qui n'était pas du tout destiné à ça, mais moi, j'en faisais des histoires. J'écrivais des histoires dessus, voilà, parce que ça rendait très bien. Je n'en doute absolument pas. Merci pour l'anecdote. Donc, vous écrivez. Vous m'avez demandé comment j'ai commencé, comment ça m'est venu l'idée d'écrire, voilà. On est d'accord. Donc, vous commencez sur du papier toilette. Après, vous êtes passé au papier un peu plus normal, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais mes cahiers étaient vite couverts de pattes de mouche à l'époque. Et vous écrivez votre premier livre, si je dis pas de bêtises, en tout cas une sorte de best-seller. Et puis après, on va parler ce autour du maréchal Lannes, Jean Lannes, le fameux lectourois. Mais vous écrivez un livre qui a un titre absolument incroyable. Les 3 enfants qui sont dans la cour, je vous laisse en parler. Écoutez, c'est presque une histoire vraie et qui s'est passée un peu dans la famille de mon second mari. Expliquez-nous, s'il vous plaît, Pénélope. C'est l'histoire de 3 enfants qui n'ont pas de papa pour plusieurs raisons, qui n'ont pas de papa à la maison. Il y en avait un, son papa était à Tahiti, au commissariat de l'énergie atomique. Donc ça, c'est le papa de mon fils. Le second, c'est le fils du frère aîné de mon mari, de ce papa, toujours du papa de Yann. Et le 3e, c'est un enfant dont la maman était fille-mère. Elle n'avait pas de papa. Et comme ça se passe très souvent dans les départements, vous voyez, ici, il y a beaucoup de gens qui portent le même nom et qui ne sont même pas de la même famille. Pour moi, ils sont tous du même tronc. Ils ne sont pas de la même branche, mais ils partent tous du tronc. Et alors, il est arrivé qu'ils portaient tous les 3 le même nom.
C'est 3 enfants qui étaient amis à l'école. Et un jour, ce garçon qui avait son papa au commissariat à l'énergie atomique, mais qui ne savait rien sur ce qui se passait en atomie, dans l'atome, mais dont le papa lui écrivait des lettres en lui racontant qu'il avait été à tel endroit, que c'était très beau dans telle île. Et il en parlait à ses copains, à son cousin et aux petits copains. Et un jour, le 3e, celui qui n'a pas de papa, lui demande « Combien il cote ton père à l'Argus ?» Et c'est le titre de ce livre. Voilà. J'étais très surpris quand je l'ai vu. D'où ça vient? Certes, c'est la question de cet enfant, mais comment se fait-il? Parce qu'à l'époque, les voitures, les automobiles passaient à l'Argus. Et du coup, cet enfant, ton père, combien il cote à l'Argus? Tout simplement. Comme si les papas avaient un Argus aussi, comme les voitures. Et l'autre petit garçon lui a dit pourquoi pas. Alors combien tu veux? Alors il voulait lui payer son papa. Et l'autre lui dit gentiment, alors il faut vous dire que le papa du cousin, le 3e, n'était pas très heureux. Ça marchait pas trop bien dans le ménage, alors l'enfant n'était pas... C'était un enfant maladif et voilà, alors il dit, mais moi aussi, j'aimerais bien aussi l'acheter, ton papa. Alors, il dit, mais c'est déjà ton oncle. Vous voyez, c'est toute une histoire un peu de famille, quoi. Et puis, voilà, il se passe que l'enfant qui est très faible et tombe très malade. Et l'histoire tourne autour de tout ça. Écoutez, merci beaucoup parce que avec un titre pareil, je vous avoue que j'avais envie de savoir ce dont il retournait bien plus. Vous avez donné envie à nos auditrices et auditeurs d'acheter votre premier livre, votre best-seller. Si vous le trouvez, il se vend, oui. Alors, on a la surprise de temps en temps. Moi, j'en ai plus. J'en ai même pas gardé un. Et j'ai la surprise de m'apercevoir que quelquefois ça se vend sur comment vous appelez ça là, quand on vend par téléphone, le téléphone là. Sur Internet, donc sur eBay ou sur Le Bon Coin. Oui. Et on a vu des prix exorbitants. Quelquefois il se vend pas cher, mais on a vu des prix 5-6 fois le prix du départ. Écoutez, c'est devenu ce qu'on appelle un collector. Félicitations. Je ne sais rien, mais ce que c'est devenu. En tous les cas, ça ne rentre pas dans ma poche. J'ai bien cru comprendre. Alors, Pénélope, on va parler d'un lectorois, et pas des moindres, le maréchal Jean Lannes. Comment vous est venu, j'ai presque envie de dire, cet amour de Jean Lannes? Il faut vous dire que je suis une petite réfugiée, moi, ici. Je suis canoise en réalité, j'étais canoise, parce que maintenant je suis lectoroise. Mais je venais en vacances chez les gens qui m'avaient recueilli pendant la guerre, à la fin de la guerre, pas pendant la guerre, à la fin de la guerre. Et j'ai adoré ce couple. C'était des personnes âgées qui partaient à la retraite justement, et qui n'avaient pas d'enfants, qui n'avaient pas de petits-enfants et tout. Pour eux, j'ai un peu représenté tout ça. Et pour moi, ils ont représenté la famille, malgré que j'avais une famille extraordinaire. Hein. Mais en fait, j'ai rajouté. Voilà. Et donc, vous découvrez Lectoure. Et alors, elle me parlait tout le temps de Jean Lannes, pour une bonne raison. C'est que ces personnes-là avaient été pendant des années garde-barrière en bas de Lectoure, et qu'ils avaient souvent entendu parler de Jean Lannes par une ancienne servante qui était très âgée à l'époque où ces personnes-là étaient très jeunes, et elle lui racontait tout ce qu'elle avait entendu sur Jean, sur le petit garçon qui était déjà mort, hein. Et elle racontait à ma vieille tati, j'ai appelé ma vieille tati. Et évidemment, elle aimait beaucoup Jean Lannes, elle aimait en parler. Évidemment, quand je suis arrivée dans cette famille, la première chose dont on me parlait, c'était de Jean Lannes, et on m'a emmenée dans la salle des illustres.
Et il y a plusieurs hommes en militaire. Mais quand je suis rentrée, moi, sans le savoir, je n'ai vu que Jean Lannes. Et je suis allée devant le portrait de Jean Lannes et j'ai dit à ma tati, tu vois, c'est un homme comme ça que j'aimerais épouser plus tard. J'allais vous dire que c'était le coup de foudre avec Jean. Oui, ça a été un coup de foudre, oui. Mais sur l'apparence, parce qu'à l'époque, c'est là qu'elle a commencé à me raconter tout ça sur Jean Lannes, voilà. D'accord, alors merci beaucoup. C'est une histoire qui est très émouvante, parce qu'il y a une histoire de guerre, Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai essayé d'être le plus près possible de sa vie. Et justement, on vous en parle. Vous êtes toute petite, vous êtes enfant. Oui. Vous découvrez cet homme, vous avez le coup de foudre quand vous allez dans la salle des illustres qui est aujourd'hui à la mairie de Lectoure. Mmh. On vous parle de cet homme qui est mort très très jeune, à 40 ans, Oui. que Napoléon a beaucoup pleuré, un de ses rares amis. Ça a été son ami. Son ami, je crois le seul, vraiment le seul, parce que Jean Lannes n'avait aucune idée derrière la tête. C'était un garçon très franc, et alors que les autres, peut-être avaient-ils des arrière-pensées, des trucs, je ne sais pas, mais je sais que d'après ce que j'ai entendu dire par cette famille qui m'en parlait, qui avait ces dires de cette jeune servante, qui était devenue une très vieille dame à l'époque, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Si j'ai bien compris, il n'avait pas vraiment l'étiquette comme on disait à l'époque, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de franc-parler. Oui. Il était, je crois, le seul à tutoyer Napoléon. Oui. Il a été pleuré par Napoléon lorsqu'il est décédé. Si vous me permettez, Pénélope, je vais lire un mot de Napoléon qui m'a beaucoup touché. Mm-hmm. Chez Lannes, le courage l'emportait d'abord sur l'esprit. Je l'avais pris pygmée, je l'ai perdu géant. Je perds le général le plus distingué de mes armées, celui que je considérais comme mon meilleur ami. Ces enfants auront toujours des droits particuliers à ma protection. Napoléon n'était pas un homme qui parlait beaucoup. C'était un homme qui était plutôt réputé difficile, dur même, on peut dire les choses très clairement. J'ai l'impression qu'il a perdu son seul ami. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme qui était finalement très impétueux? Si j'ai bien compris, c'est pas du tout un noble, Jean Lannes, c'est un homme du peuple. Expliquez-nous, faites-nous un petit peu sa bio, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que cet homme, finalement, est pas si connu que ça, alors que ça a été un véritable héros. Ses faits d'armes sont incroyables. Est-ce que vous pouvez nous brosser très rapidement, s'il vous plaît, Pénélope, nous dire déjà dans quelle famille il est né, son contexte social, s'il vous plaît? Alors, il est né dans une famille où il y avait déjà plusieurs enfants, plusieurs fils, qui s'appelaient tous Jean d'ailleurs. Quand il y a eu la Révolution, qu'il y a eu l'appel pour entrer dans le truc national à l'époque, on a appelé l'aîné Jean. Jean l'aîné, Jean le second, Jean le troisième. Ils étaient trois sous les drapeaux, ils portaient tous les trois le prénom de Jean. On n'a jamais su, et encore maintenant, parce que j'ai fait des recherches tant que j'ai pu, on n'a jamais su ce qu'étaient devenus les deux aînés. Ils sont morts pendant la Révolution, et on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Et Jean en a été très marqué. Et c'est lui qui a voulu être ce qu'il est devenu. Carrément, donc c'était finalement un homme très courageux. Comme je le disais, il n'avait pas vraiment l'étiquette, il n'avait pas vraiment les codes. C'était un impétueux, parce qu'apparemment il s'est assagi avec le temps, mais apparemment il avait un petit peu le sang chaud, notre Jean. Ah oui, mais quand il voulait dire ce qu'il avait à dire à Napoléon, il le lui disait, lui. Hein. Les autres, ils prenaient des gants, ils tournaient autour du pot et tout, mais lui, non. Lui disait, s'il avait envie de lui dire, tu ne dois pas que tu es un imbécile, certainement qu'il le lui disait. C'était un vrai gascon. Et ben voilà, donc il s'engage en 1792, donc 3 ans après la Révolution. Oui. Il a des faits d'armes qui sont absolument incroyables. Alors, je reviens à Paris. Je suis désolé, Pénélope. Moi qui suis originaire du Sud-Ouest, mais qui vis dans cette belle ville. Si je vous dis Bassano, c'est une rue qui est dans le 8e. Le pont d'Arcole, je n'en parle pas. Montebello, Ulm, Austerlitz, Iéna, Friedland. Cet homme a combattu partout. Il a des faits d'armes absolument incroyables. De courage, de ferveur, de meneur d'hommes, un vrai manager, comme on les aime. C'est pas une sorte d'ovni? Mais je me suis toujours demandé s'il n'était pas d'ailleurs. Voilà.
comment se fait-il que cet homme-là soit devenu ce qu'il est? Comment vous l'expliquez? Savez-vous qu'il s'instruisait entre les batailles? Il avait toujours avec lui un homme qui lui donnait des cours. Si vous voyez son écriture du départ, les lettres qu'il a envoyées à Paulette, sa première épouse, et quand on voit ce qu'il écrivait, comment il écrivait à la fin, on s'aperçoit tout de suite qu'il prenait vraiment ses cours avec... et je l'ai su, ça, par ma vieille tati, justement, qui me disait, paraît-il, que quand il arrivait de se battre, il appelait le garçon qui s'occupait de lui, il avait certainement un aide de camp, peut-être plusieurs, il disait, ma chemise, il changeait tout de suite de chemise, l'eau, alors on lui apportait un bac d'eau, enfin un bac, pas un bac ou une cuvette, je sais pas, parce que entre chaque bataille, dès qu'il arrivait sous sa tente, il se rafraîchissait, se débarbouillait un peu, changeait de chemise, il s'asseyait et il disait à son professeur, allez, on y va. J'allais vous dire que c'était un véritable stakhanoviste, c'est un homme qui n'arrêtait jamais. Les faits d'armes sont incroyables, je viens de les citer. Il n'a jamais tellement fait attention à ses faits d'armes, lui. Il était, je crois qu'il se battait parce qu'il fallait qu'il se batte pour son pays. Lui, il se battait pour son pays. Après, il se battait pour Napoléon parce que pour son pays, c'était terminé. Il y avait eu la Révolution, la République. Puis après, c'était l'Empire. Voilà. Pardonnez-moi de vous couper un instant, mais il y a quelque chose qui me turlupine depuis le début. Le duc de Montebello en 1800, expliquez-nous ce que c'est, parce que j'ai du mal à comprendre, très sincèrement. Eh bien, écoutez, il n'a pas voulu quitter Napoléon. D'abord, il était peut-être d'accord. S'il avait cette amitié, ce genre d'amour amical pour Napoléon et cette admiration qu'il avait pour Napoléon, eh ben, il a trouvé très bien qu'il devienne empereur. Certainement. Ça, on ne lui a pas demandé, mais je suppose qu'il a suivi Napoléon, quoi. Et il a continué avec lui. Ce qui fait que quand Napoléon a été le vrai Napoléon et qu'il a commencé à donner des terres et tout ça, et des noms, ben lui, il est devenu duc de Montebello. C'était une sorte de récompense. C'était une récompense. Alors qu'on pense qu'un duc, c'est en dessous des princes. Or, d'autres ont été princes. Je ne vous dirai plus lesquels, parce que je ne les ai plus en tête. Moi, j'étais surtout intéressée par Jean Lannes. Je comprends parfaitement. Vous pensez qu'il a bien pris ou mal pris? Ils s'en fichaient. Parce que je vous pose la question, parce que si j'ai bien compris, c'était pas un très très bon diplomate. Et pourtant, quand il a été diplomate au Portugal, il a fait des bélugues, comme on dit chez moi. Vous savez ce que c'est des bélugues en provençal? Alors non. Des étincelles. Eh bien écoutez, des étincelles positives ou est-ce qu'il a plutôt mis le feu aux poudres? Il se disputait souvent avec l'ambassadeur anglais. Ah là là. Écoutez, je ne sais pas si c'était messieurs les Anglais tirés les premiers, mais je m'en doutais. Je savais que ça ne s'était pas très très bien passé. Je ne sais pas s'il le laissait tirer seulement. Parce qu'il y a eu des lettres. Alors, c'est là ma chance aussi, où j'ai eu une seconde chance, c'est que la personne, lorsque j'ai écrit Le Fils occulté du maréchal Lannes, eh bien, c'est parce que j'ai une dame anglaise qui m'a apporté des archives d'Angleterre. En Angleterre, tout était gardé. Chose que en France, on a eu la Bibliothèque nationale et les archives qui avaient brûlé. Alors il y a beaucoup de choses qui ont disparu, ce qui fait qu'on n'a pas trouvé grand-chose sur les fils de Lannes et sur sa vie à Paris et tout ça. Mais elle m'a rapporté, elle m'a raconté que là-bas, ils avaient des archives de tout depuis des siècles. Et j'étais dans une librairie à Condom. Et il était midi passé, et toujours je signais, jusqu'à ce que la propriétaire vienne me dire vous savez, Pénélope, j'avais retenu une table au restaurant, il faudrait peut-être y aller maintenant. Et j'avais une femme
avec un gros dossier sous le bras qui attendait à l'écart. Et le gros dossier qu'elle avait sous les bras, c'était les archives sur le petit Jean-Claude. Le petit Jean-Claude, c'est un des fils cachés, occultés de Jean. J'allais vous demander combien de livres vous avez écrits sur le maréchal Lannes. Il y en a combien en tout? Alors, j'ai écrit le premier tome de Jean Lannes. J'ai écrit le second tome un peu plus tard, parce qu'il y avait beaucoup à dire. Hein. Vous avez écrit ce livre qui est en 2 tomes sur le fils occulté du maréchal Lannes, après. Le petit Jean-Claude. Le petit Jean-Claude, voilà. Pénélope, s'il vous plaît, racontez-nous cette histoire du petit Jean-Claude qui découvre justement son père, ou plutôt l'inverse. Jean Lannes qui découvre le petit Jean-Claude. Ils se sont découverts tous les deux, hein, voilà. Parce que le petit gars, alors donc Jean Lannes, en revenant d'Espagne, est passé prendre ses pistolets chez l'armurier. Et là, il est en train de parler avec l'armurier, bien sûr. Et à ce moment-là, rentre la servante avec le petit Jean-Claude. Derrière, dans le dos de Jean Lannes. Jean Lannes est retourné, il ne voit pas rentrer cet enfant. Mais le petit garçon lui en a toujours parlé. Et quand il voit cet homme en costume, il dit « Mais c'est mon papa ». Et à ce moment-là, Jean Lannes se retourne. Et il voit cet enfant, il vient vers lui, il met un genou à terre, pas pour se mettre à genoux devant l'enfant, mais parce que l'enfant est tout petit à côté de lui. Il faut dire que Jean Lannes était, pour l'époque, quelqu'un d'exceptionnel en grandeur, disons. Il était assez grand, il dépassait le 75 et c'était grand pour ça. Et il voit cet enfant, il lui relève le menton et il lui dit « Mon Dieu, que tu ressembles à mon frère le plus jeune ». Et il a à ce moment-là des larmes dans les yeux. Et il devait rester quelques jours, il s'en va le lendemain. Ah oui, il est parti tout de suite. Il est rentré à l'hôtel à côté, son hôtel, qui maintenant est devenu la mairie. Et il a pris ses affaires et tout, il a dit « nous repartons ». Et il est reparti alors qu'il était très fatigué. Il était tout retourné. Et c'est là qu'il est arrivé à Paris. Au bout de combien de jours, je n'en sais rien, ça, on ne sait pas. Mais Jean-Claude Dammam peut dire aussi, parce qu'il a écrit, d'ailleurs il a écrit le premier, mais moi je ne le savais pas, que dans le grand livre de la franc-maçonnerie, Jean Lannes avait reconnu son fils. Eh bien, Pénélope, on va se quitter là-dessus, sur cette histoire alors d'un grand homme, très courageux, un homme qui a finalement écrit l'histoire avec Napoléon, un homme qui avait du cœur finalement. Jean Lannes faisait beaucoup de cadeaux, donnait beaucoup d'argent aux uns aux autres. Il a beaucoup aidé des familles pas très riches de lecture. Il aidait ses frères et sœurs. Il a acheté un petit château à son jeune frère. Il a aidé. Il n'y en avait qu'un qui a été pas gentil pour lui, c'était le curé. Il a eu un frère qui était curé, il n'était pas gentil du tout. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, je vous remercie Pénélope. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas historienne. Alors peut-être que vous ne l'êtes pas officiellement, mais on ne peut pas écrire autant de livres sur Jean Lannes sans s'être documenté, je le dis très sincèrement. Ah ça, je me suis documenté. On est bien d'accord. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez une femme aussi pétillante que Pénélope, le Fers du Pac, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Ce ne sont pas des maréchaux avec plusieurs étoiles. Non, ce sont tout simplement des étoiles pour booster le podcast. On en a besoin. Puis vous pouvez aussi vous abonner au podcast L'Oppidum. Et sincèrement, Pénélope, merci de nous avoir fait voyager jusqu'à 1809, date de la mort de Jean Lannes. Il n'avait que 40 ans, mais c'était absolument passionnant et je trouve incroyable ce coup de foudre que vous avez eu enfant avec ce très grand homme. À très bientôt pour un nouvel épisode.